vous en prie. On va parler de la relation client et comment les garder au cœur de votre stratégie. J'accueille sur le podium Timothée Mbelu, senior lead onboarding chez Conto, et Aymeric Grange, CEO et cofondateur de 900.care. On va les applaudir. Bonjour. Alors ça, en termes de onboarding, je vous assure que moi, quand j'ai choisi Conto, je me suis dit vraiment que le directeur marketing m'appelait pour me souhaiter la bienvenue. J'étais assez bluffée, mais finalement, ça va pas jusque-là quand même, mais presque. Conto fait quand même de très belles choses pour le onboarding client. Comment est-ce que vous arrivez justement à mettre le client au cœur de votre stratégie, et notamment justement sur ces premiers jours d'arrivée pour le onboarding ? Alors déjà, merci. Et ensuite, je passerai un message à la personne qui s'occupait de toi lorsque tu nous as contactés. Je vais commencer par dire quelque chose, une phrase que j'aime bien répéter à mes équipes, c'est que les clients nous ressemblent. Et depuis un certain temps, on s'est rendu compte que les besoins en assistance de nos clients ont grandi de plus en plus. Au départ, on avait des questions qui étaient surtout liées à comment est-ce que je vais pouvoir m'inscrire. Depuis ces périodes un peu sombres pour nos clients et aussi dans le contexte économique un peu particulier, nos clients ont besoin d'un support plus présent, d'un apport plus humain. Et aujourd'hui, on s'attarde à répondre à ces différentes questions. Dans un second temps, on est aussi présent sur un certain nombre de canaux. Lorsque les clients ont une problématique, lorsqu'ils veulent se connecter, on a certains entrepreneurs qui parfois ont une petite idée et vont vouloir, allez, aujourd'hui je vais vouloir créer mon compte, il est 2h du matin et ça y est, j'arrive pas à coucher le petit et je vais pouvoir créer mon compte. Parfois, on a aussi des besoins à ce moment-là et on est capable aujourd'hui de pouvoir répondre à ces questions, de pouvoir accompagner le client pendant l'onboarding. Donc, sur mon secteur, sur la partie dépôt de capital, l'onboarding se fait à plusieurs étapes. Les besoins diffèrent selon les étapes. Et aujourd'hui, on est capable de leur apporter une réponse en moins de 15 minutes, de pouvoir leur répondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est ce qui fait aujourd'hui des clients satisfaits comme vous aujourd'hui. Alors comment vous avez réussi à avoir ce degré de satisfaction client, mais notamment en termes de réactivité? Vous dites 24 heures sur 24, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des êtres humains à l'autre bout de la planète qui sont réveillés H24, ou c'est de l'intelligence artificielle qui vient donner un petit coup de boost? Alors tout à l'heure, on parlait justement d'automatisation et d'intelligence artificielle. Voilà. Et je pense que c'est là qu'on permet de travailler ensemble entre l'humain. On ne remplace pas l'humain, on aura toujours besoin de l'humain. Et aujourd'hui, nos clients ont besoin de parler. Ils ont besoin d'échanger, ils ont besoin de partager leurs problématiques et ils ont besoin qu'on s'adapte aussi à leurs problématiques. Et pour pouvoir être réactif, il faut aussi qu'on soit capable de répondre rapidement à des questions simples. Une question très simple aujourd'hui, quel type de pièce d'identité je vais vouloir fournir pour me connecter? Un client, il peut avoir sa réponse en 2 minutes avec un chatbot. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir satisfaire ces besoins initiaux dès le départ. Et ensuite, en ce qui concerne nos équipes qui sont présentes et qui travaillent aussi le week-end, nos clients ont aussi des besoins le week-end, mais l'automatisation permet en fait de répondre à ce petit gap. De façon réactive, oui. Exactement. Moi, je pense que je me suis connectée à minuit un dimanche soir, pour être très sincère, et j'ai pas eu besoin, en tout cas, c'est hyper intuitif en termes de parcours client, parcours prospect, client, je sais pas comment vous pouvez l'appeler à ce niveau-là, parcours client, mais en tout cas, c'était très intuitif. Donc, je voulais déjà féliciter votre équipe par rapport à ça. C'est surtout nos équipes qu'il faut féliciter. Ouais. Qui aujourd'hui participent activement à la satisfaction de ses clients. Et en effet, un besoin que vous allez avoir à minuit, l'effet waouh, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez pouvoir en parler, vous allez pouvoir diffuser cette information, et c'est ce qui permet aujourd'hui à Conto après d'être connu auprès de plus en plus de clients en France.
On va du côté de 900 points CARE avec Aymeric. Aymeric, bonjour. Bonjour. Alors pour ceux qui ne connaissent pas 900 points CARE, est-ce qu'on peut avoir déjà quelques petites phrases de présentation ? Oui, avec plaisir. Donc 900 points CARE, c'est une boîte qu'on a montée pour répondre à un dysfonctionnement du marché de l'hygiène. En gros, quand vous baladez dans vos rayons de supermarché, tous les produits que vous avez autour de vous, que ce soit le gel douche, le dentifrice, le shampoing, ils ont un point commun, c'est qu'ils sont pleins d'eau. Ça peut monter jusqu'à 90% et ils sont entourés de plastique. Et ça pose deux gros problèmes. Un problème environnemental parce qu'on jette des quantités de plastique phénoménales, ça se compte en centaines de millions de déchets. On transporte de l'eau sur des milliers de kilomètres dans des camions, ça génère énormément de CO2. Et ça pose aussi un problème du côté client, puisque finalement on paye pour des choses dont on n'a pas besoin, c'est-à-dire que la bouteille en plastique jetable, on n'en a pas besoin, on pourrait la réutiliser. L'eau, on l'a déjà chez nous au robinet. Et donc l'idée de 900 CARE, c'est de dire... Nous, on va vous envoyer juste l'essentiel. Donc, on vous envoie les ingrédients actifs, donc les 10%, compactés sous la forme de petits bâtonnets. Vous les mettez dans votre bouteille réutilisable. Vous rajoutez l'eau du robinet. Et donc, c'est meilleur pour la planète. Et ça coûte moins cher. Ça coûte que 2,49 € par gel douche. Vous avez levé des fonds ? Oui. Aujourd'hui. Voilà. Ouais, bon, on peut les féliciter aussi. Bravo. Ouais, merci. Je pense que c'était raccord avec la discussion la d'avant, thématique d'avant sur la levée de fonds. Vous avez des difficultés, vous, de votre côté, justement, à convaincre les investisseurs ? Comment ça s'est passé ? Là, sur la discussion précédente, il y avait Xavier, je crois, qui disait que s'il faisait pas bon d'être une boîte cosmétique pour lever des fonds. Et, en fait, non. Et le monsieur de la BPI, dont j'ai oublié le nom, disait qu'il fallait être impact pour lever. Donc nous, on est les deux. D'accord. Donc ça a été OK. Ça a été OK. Vous êtes combien d'associés ? On est 2 associés et on est 25 aujourd'hui dans l'équipe. Qui s'occupe de quoi dans les associés ? Vous êtes plus sur la partie commerciale ? Il y a un plus moi, côté plutôt finance. La partie commerciale et Thomas plutôt sur la partie opérationnelle. Justement, comment vous avez intégré cette stratégie client, vous, au cœur de cette culture de votre entreprise ? Parce que c'est pas facile d'avoir... Déjà, il faut sensibiliser à l'écologie pour les clients, mais aussi il faut être en permanence à l'écoute de leurs besoins et de savoir si votre produit est toujours, on va dire, d'actualité, s'il est toujours aussi frais que ce qu'on pense dès le départ. Comment vous faites pour être vraiment à l'écoute du client d'un côté et de l'autre dans l'acquisition ? Comment vous avez réussi à sensibiliser justement cette nouvelle clientèle ? C'est en fait quelque chose qui est vraiment fondamental à la culture de la boîte. Moi, j'ai toujours été assez, et je comprends pourquoi les boîtes le font, mais il y a des boîtes qui ont des directions clients. Et c'est toujours un truc qui m'a surpris parce que je me dis, en fait, satisfaire le client, ça doit être la préoccupation de tout le monde parce que sans le client, on n'existe pas. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie d'infuser, d'avoir vraiment cette culture client. Ça passe par les bons outils de mesure, ça passe par les bons process, les bonnes réunions et les bons outils pour remonter les problèmes. Et puis ça passe aussi par des exemples concrets, tangibles, parler à des clients, lire ce qu'ils nous racontent quand ils nous contactent et pas laisser ça de côté à juste une seule direction. On parle de onboarding, on va parler de onboarding justement sur vraiment une fois que le client est acquis, comment vous l'accueillez, comment il est reçu, comment il rentre dans cette famille finalement, que ce soit chez Conto ou 900 points CARE. Chez Conto, j'en ai fait l'expérience, mais on va la partager justement à nos auditeurs et à ceux qui sont présents aujourd'hui. Comment vous avez imaginé ce onboarding, cet accueil, de façon à les fidéliser finalement ? Alors, en fait, aujourd'hui, ce que l'on s'est dit, c'est que qu'est-ce que recherche le client, in fine ? Est-ce qu'il recherche à passer du temps sur son inscription ou est-ce qu'il recherche à directement se concentrer sur son business ? Et on a fini par comprendre que c'est sur deuxième partie que le client cherche à se focus. Sur le parcours aujourd'hui, on essaye de pouvoir anticiper les besoins du client, mais aussi ce que l'on va attendre du client. Lorsque le client va vouloir s'inscrire chez Conto, par exemple, pour faire son dépôt de capital, on va demander un certain nombre de documents, que ce soit des projets de statut ou encore des pièces d'identité, pour s'assurer que le client puisse passer aux étapes suivantes le plus rapidement possible. Ici, on va s'attarder à fournir le plus de pédagogie possible pour le client, pour l'orienter. Mais aussi, on va s'allier avec des outils toujours plus performants. Alors, il y a toujours aussi un peu plus d'IA, mais ce qui nous permet, par exemple, de pouvoir valider des documents beaucoup plus rapidement. Et ce qui permet finalement, une fois que les documents sont validés, de répondre aux vraies questions du client. OK, à quel moment est-ce que j'aurai accès à mon compte ? Ou encore, à quel moment est-ce que je pourrais terminer mon dépôt de capital pour aller m'immatriculer ?
Qui est client chez Conto? Hop. Ah oui, beaucoup, d'accord. J'ai pas mal de questionnaires, si vous voulez. Non, je sais pas vous. En tout cas, moi, j'ai pris un plaisir une fois que j'ai compris que j'avais accès à la plateforme, de la regarder, de voir toutes les fonctionnalités qu'il y avait. Donc ça m'a permis, moi, en termes de onboarding, en tout cas, je ne sais pas vous, mais je me suis dit, waouh, je pense que je vais rester très longtemps chez vous parce qu'en fait, il y a tout, c'est très complet, la facturation, les devis. Donc je me suis amusée, en tout cas, en tant qu'utilisatrice récente, de me dire, c'est très complet. Et on sent qu'en tout cas, vous êtes à la pointe de l'innovation. Et donc, c'est rassurant. Il y a un côté très rassurant quand on arrive et qu'on fait cette expérience de onboarding chez Conto. 900.4, je n'ai pas encore testé. Mais en tout cas, je pense que c'est une partie cruciale, le onboarding, parce que c'est là où on se rend compte que est-ce qu'on va changer nos habitudes ou pas? Exactement. Je pense que l'onboarding, c'est un moment clé. On a un client qui vient de passer une commande. Il est plein de bonnes intentions. Et du coup, c'est comment est-ce qu'on transforme l'essai? Et donc, nous, il y a en fait une bonne expérience client, c'est difficile à expliquer parce que c'est une série de petites choses. Il n'y a pas un truc qu'on peut faire qui fait que l'expérience va être dingue. Ça va être une série de petits détails. Nous, quelques-uns des détails qui font la différence, ça va être juste après la commande, on a un cadeau de bienvenue. Okay. Donc, on dit c'est génial que vous ayez fait cette première démarche. On peut, si vous voulez, rajouter un autre produit dans votre commande. Et comme ça, vous pouvez multiplier votre impact par 2 si vous aviez un produit et que vous passez à 2. Et ensuite, c'est un modèle d'abonnement, donc c'est ajouté aux abonnements. Mais savoir ce que c'est le cadeau? C'est un autre produit, en fait. Ah, d'accord, juste un autre produit. Vous avez pris le gel douche, on vous offre le dentifrice et après, c'est rajouté à vos abonnements. Donc, vous pouvez vous désabonner à tout moment si vous n'aimez pas, mais au moins, ça vous permet d'avoir une petite surprise, un petit cadeau de bienvenue. Donc ça, c'est très apprécié. Il y a bien sûr la première réception du colis. Donc l'expérience d'unboxing, voilà, que les produits que la boîte soit belle, que les produits soient bien présentés. Et après, il y a tout l'accompagnement qu'on va faire, notamment via nos flows de mails, pour voilà, expliquer comment ça marche, les questions, répondre proactivement aux questions. Et donc c'est quelque chose qu'on est en permanence en train d'ajuster pour l'améliorer. Et en fait, la façon de le faire, c'est de regarder quelles sont les objections ou les questions qui vont revenir et essayer de les préempter. Je pense que pour avoir une relation client très proche, il faut aussi avoir des feedbacks en permanence des clients. Est-ce que vous avez mis un dispositif en place pour avoir aussi les retours clients? Comment ça se passe? Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux, sur votre site internet? Comment vous y prenez justement pour continuer à maintenir le lien avec le client? Alors, au départ, quand je parlais de présence auprès de nos clients, on est présent sur différents canaux. On est présent aujourd'hui, les clients peuvent nous contacter, que ce soit par téléphone, par email, sur Twitter. Donc, c'est ce qui permet, au-delà de cette présence, de récolter un maximum de feedback de la part de nos clients. On utilise aujourd'hui des outils CRM comme Intercom ou d'autres outils qui permettent vraiment de récolter tous ces éléments, de pouvoir les relier aussi avec les comptes de nos clients, de comprendre aussi, d'analyser ce qui a pu se passer et derrière de pouvoir avoir un retour client qui soit le plus pertinent possible. Quand je parlais que nos clients aujourd'hui ont changé, ils attendent aussi, au-delà d'une réponse brève, ils attendent aussi parfois un petit plus. C'est ce qu'on va appeler un peu cet effet waouh. Comment est-ce qu'on va apporter une plus-value aux clients? Et ces verbatim, ces commentaires que l'on va avoir de nos clients, ça va nous permettre aussi de savoir où est-ce qu'on a la possibilité de s'améliorer. Si je dois prendre un exemple très très récent sur la partie immatriculation pour nos clients, aujourd'hui, on sait que les étapes sont très lourdes, très longues pour nos clients. La plupart des commentaires qu'on a pu avoir, c'est « Ok, aujourd'hui, je sais que je vais aller déposer mon dossier au guichet unique, ça va prendre un certain temps. Mais Conto, comment est-ce que vous faites pour accélérer la partie qui vous incombe ?» Et aujourd'hui, après un certain nombre d'améliorations, aujourd'hui, Conto est capable de mettre à disposition un certificat de dépôt en 12 heures ouvrées, ce qui permet au client de récupérer son document. Ça y est, c'est terminé. Je vais enfin pouvoir me concentrer sur la partie matriculation et pouvoir accélérer le créneau et, in fine, me concentrer sur le business. Aymeric? Pour nous, en fait, ce qui est intéressant, et je pense d'ailleurs c'est pareil chez Conto, c'est que les clients ils vont nous contacter sur tous les canaux disponibles. Ouais.
surtout quand il y a un problème. Forcément. Donc un client, il peut nous contacter sur Instagram, Facebook, par mail. Comment vous arrivez à centraliser toutes ces On retours? a un autre outil, alors c'est pas Intercom, nous on utilise Gorgias, qui est un super outil qui permet de tout interconnecter et d'avoir une référence unique et donc de pouvoir suivre le client sur plusieurs canaux et lui répondre sur plusieurs canaux. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a énormément de données. Et je pense qu'un des écueils dans lequel il faut éviter de tomber quand on monte une boîte, c'est de trop regarder ces données en agrégé ou en statistique. Se dire, il y a tant de clients qui disent j'ai un problème de livraison, il y a tant de clients qui disent j'avais pas compris les modalités de l'abonnement, etc. Quand on le regarde en agrégé, on se dit ok, c'est un peu varié, c'est pas si grave. Et moi, j'encourage vachement nos équipes à se confronter au vrai feedback client, alors que ce soit le feedback écrit, donc lire des vrais testimonies, enfin des vrais messages, des vrais tickets clients, parce que ou même d'appeler des clients. Donc on essaye tous les mois d'avoir des contacts avec des clients pas satisfaits ou satisfaits pour comprendre vraiment qu'est-ce qui, dans un cas, les satisfait et dans l'autre cas les frustre. Et c'est vachement important en fait c'est facile, la plupart des entrepreneurs ont ce côté très analytique, on va regarder des données, et c'est facile en fait de perdre un peu l'élément humain. Et en fait, on est vachement plus motivé à résoudre un problème quand on voit un client qui est frustré et qu'on sent en fait son énervement dans un ticket, que quand on regarde simplement une liste de bar charts avec les causes de contact. Alors justement, tu es cofondateur, donc tu as été au début de ton aventure. Comment, toi, tu arrives aujourd'hui à conseiller, quel conseil tu donnerais à tous ceux qui nous regardent et qui sont ici présents pour s'y retrouver? Parce qu'en fait, on parle il faut mettre l'humain au cœur de l'activité, dans les RH. Finalement, il faut mettre le client au cœur de son activité. Et puis, il faut digitaliser. Et puis, il faut mettre de l'intelligence artificielle. Puis, il ne faut pas oublier également d'être présent physiquement. Et puis, il faut lever des fonds, mais il faut aussi avoir des clients. Donc, par quoi commencer? C'est la grande question, c'est la question à 1 milliard. Ça, si j'avais la réponse. Comment tu as fait, en tout cas? En gros, c'est prendre les sujets un par un, et je pense que à un moment donné en fait, c'est les prendre en séquentiel. C'est-à-dire qu'au tout début de la boîte, de toute façon, il n'y a pas d'équipe, c'est juste une équipe de cofondateurs. Donc là. Il n'y a déjà pas cet aspect-là et on doit vraiment être très très centré client, donc parler à un maximum de monde. Donc voilà, donc ça c'est intéressant, excuse-moi je te coupe, j'y vais un petit peu au ralenti, mais quand il n'y a que des cofondateurs et qu'on n'a pas encore une équipe, il faut se concentrer à ce moment-là sur le client. Oui, c'est la première chose à faire. En gros, il y a quand même un truc qui est très important dans une entreprise, c'est que si on n'a pas de client, il n'y a pas d'entreprise. Donc quelque part, en fait, c'est quand même le truc un peu fondateur, c'est qu'on peut construire la meilleure équipe du monde, avoir une super culture. S'il n'y a pas de clients, à un moment, ça coince. Donc ça, c'est la première chose, la première obsession quand on monte une boîte, c'est comprendre les clients, comprendre leurs besoins et créer quelque chose qui réponde à un besoin. Ouais. Et ça, c'est vraiment dans cet ordre, parce que souvent, on a le syndrome du produit qui cherche son marché. J'ai un super produit, et je vais aller chercher un marché. C'est quand même beaucoup plus simple de partir d'un problème ou d'un marché et de créer un produit qui réponde à ce problème-là. Et après, c'est une entreprise, c'est vraiment des Lego, quoi. On a, une fois qu'on a la brique client, là, on peut passer à la deuxième brique qui est hyper importante, qui est la brique équipe. Et quand on construit son équipe, bien sûr, jamais perdre le lien avec le client. Et alors, juste pour revenir au client en lui-même, donc une fois qu'on a mis le client au cœur de son activité dans la croissance au tout début, quand on s'associe et qu'on monte la boîte, on va d'abord aller chercher les clients, on augmente ensuite les ressources humaines, l'équipe. Qu'est-ce qu'on automatise à quel moment par rapport à la relation client? Est-ce qu'on va tout de suite s'imaginer qu'on va grandir très très vite, donc il faut automatiser comme le fait très bien Conto, justement, où on peut avoir une relation avec son client H24? Ou est-ce qu'on passe quand même par une phase où on n'automatise pas tout de suite et on va d'abord être dans l'échange un peu archaïque, j'ai envie de dire, un peu au cas par cas, dans l'humain, et puis ensuite on pense à la digitalisation? À quel moment on fait de l'automatisation? Je pense que pour moi, la grande règle à avoir en tête, c'est de commencer les process manuellement. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'on comprend quand est-ce qu'on peut automatiser. Je vais faire une petite digression, mais dans la biographie de Musk, là, qui est sortie il y a quelques mois, il raconte qu'au début, il avait construit son usine et qu'il avait tout automatisé, qu'il avait mis des machines partout.
Et au bout d'un moment, il s'est rendu compte que certains process allaient plus vite à être faits à la main. Et donc, il passait dans son usine avec une bombe de peinture en mettant des grosses croix rouges sur les machines qu'on enlevait. Il les remplaçait par des humains. Et en fait, il faut plutôt éviter ça. C'est-à-dire, si on automatise trop tôt, on risque de passer à côté, soit d'avoir des process qui sont moins efficaces, soit mal répondre aux clients. Donc, mon conseil, c'est on commence par tout faire à la main. Ça prend plus de temps, c'est plus manuel, mais ça permet de vraiment très bien comprendre. Et ensuite, selon les causes de contact, on peut automatiser. D'ailleurs, ce serait intéressant de savoir, je ne sais pas si c'est comme ça que Conto l'a fait, mais à mon avis, il y a des sujets où on préfère parler à un chatbot, où on préfère parler à une IA qui me donne une réponse tout de suite, parce que l'important, c'est d'avoir la réponse le plus vite possible. Et il y a des sujets où on a besoin d'avoir un contact humain. Alors justement, chez Conto, comment vous avez fait? Vous avez d'abord automatisé rapidement en sachant que vous allez faire une énorme croissance, ou est-ce que vous avez fait, comme le dit très bien Aymeric, d'abord un petit peu à la main, et puis au fur et à mesure, vous avez automatisé la relation client? Alors malheureusement, c'était pas vraiment le rêve. On a mis les mains dans le cambouis. Et aujourd'hui, il faut pour comprendre. Et je pense que le fait de pouvoir intervenir auprès du client manuellement ou de manière physique, ça permet aussi de comprendre comment est perçu aussi ce fameux onboarding. Aujourd'hui, moi en tant que responsable, je vais promouvoir notre parcours, et parfois aussi je vais aussi avoir des biais aussi sur ce parcours. Il est intéressant de pouvoir, en répondant à ses clients manuellement, c'est de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain, et de comprendre comment se passe réellement l'expérience client. Une fois qu'on est capable de répondre à ces questions, on est capable aussi de pouvoir spécialiser aussi nos équipes dans un second temps. Et c'est là aussi le point, un des points les plus importants pour moi, c'est qu'on a des équipes spécialisées qui, une fois que on n'est pas capable en fait de répondre de manière, excusez-moi le terme, de manière automatique auprès du client, on est capable d'avoir une assistance qui soit avec expertise et qui permette d'accompagner le client le plus rapidement possible. Alors, on parle d'accompagnement client, mais c'est aussi savoir corriger le produit rapidement. Quand on vous fait un retour, par exemple, je ne sais pas, votre produit... il y a trop de mousse, je ne sais pas, il y a trop mousseux. Ou alors, chez Conto, ça peut être, il y a un bug à un moment donné dans le parcours. Comment vous arrivez à être réactif par rapport au retour client, que ce soit dans la R&D, chez vos chefs de produits? Parce qu'en fait, c'est surtout ça. Quand on demande et quand on vous challenge par rapport à la relation client, c'est à la fois d'être à l'écoute, d'être réactif, mais c'est aussi d'être réactif dans la solution du produit. Comment vous arrivez à mettre en place une rapidité d'exécution lorsqu'on vous fait un retour négatif? Parce que c'est souvent ça le cas. Alors, je dirais que nos équipes service client sont les leviers de l'amélioration du produit. Ce sont eux les premiers messagers des anomalies ou des dysfonctionnements que l'on peut rencontrer sur le terrain. Et aujourd'hui, quand tout à l'heure je parlais d'expertise, des agents aujourd'hui qui connaissent leur périmètre sont aussi capables d'apporter ce support auprès des clients et d'apporter un peu cette première ligne de réponse client. Une fois qu'on a récolté les éléments les plus importants, nos équipes produits sont aussi présentes de plus en plus et toujours plus rapprochées aussi nos équipes CS pour récupérer ces différents verbatims, mais aussi réfléchir ensemble aux solutions. Tout à l'heure, je parlais des délais sur la mise à disposition d'un certificat de dépôt. Aujourd'hui, pour ce faire, il faut qu'on puisse travailler de consort, service client et équipe produit pour mettre en face un produit qui répond à la situation, et en face, côté agent, s'assurer qu'on a bien répondu à la bonne problématique. Aymeric, de votre côté? Je suis complètement d'accord avec toi, Timothée, sur le fait que les gens qui font du service client sont vraiment les gens, nous on appelle ça customer love chez nous, mais c'est les gens en première ligne qui doivent remonter, qui ont ce contact direct avec les clients, donc hyper important. D'ailleurs, moi je trouve que c'est une aberration le nombre de boîtes qui externalisent cette fonction-là. Oui. En fait, c'est une fonction, c'est très très important en termes d'insight pour la boîte, c'est vraiment clé. En tout cas au début, mais j'imagine à tout moment de la vie de la boîte, d'avoir ces insights en interne. Et après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on localise les équipes Sell-Love avec à côté des équipes R&D. Donc nous, on a fait le choix d'avoir la R&D en interne pour pouvoir justement répondre plus vite aux questions des clients. Et en fait, le fait d'avoir les deux équipes à côté, c'est génial parce qu'ils se posent des questions entre elles. Il y a tel client qui pose telle question technique sur tel ingrédient.
on a la réponse tout de suite. Et inversement, il y a tel truc qu'on n'avait pas anticipé ou tel problème qui se pose, elles peuvent le remonter immédiatement. Enfin, je dis elles parce que c'est que des femmes, en l'occurrence chez nous, mais elles peuvent le remonter tout de suite. C'est que des femmes à la R&D ? Ouais. Bravo. Voilà. Et, ok. Mais après, c'est sûr que ça, c'est la joie d'avoir un produit physique et aussi les challenges, c'est que c'est beaucoup plus long de changer une caractéristique du produit. C'est pour ça qu'on a choisi de l'internaliser, parce que ça nous permet d'avoir des cycles plus courts, mais c'est plus long à déployer que du code. Alors, on a compris du coup la relation entre la R&D, l'équipe produit et la partie client. Est-ce que, pour moi, en tout cas, je pense que pour avoir une très bonne relation client et se dire qu'elle est excellente, c'est quand il y a un feedback en disant on a bien compris les petits soucis qu'il pouvait y avoir, ou en tout cas l'amélioration que vous nous suggérez. Est-ce que vous allez justement répondre à chaque personne qui vous écrive pour dire voilà, on a bien pris en compte votre demande, voilà, c'est en train d'être traité. Est-ce qu'il y a ce degré de relation, ou est-ce que on prend en compte les avis globaux et puis on en fait quelque chose d'autre, voilà, de façon plus générale sur le long terme? Alors, pour reprendre un petit peu sur le dernier sujet, et on a eu une présentation sur Appen, la relation avec le client, c'est comme, je dirais, c'est presque comme une relation amoureuse. Parfois, ça se passe très bien et parfois, ça se passe aussi très mal. Et il ne faut pas avoir peur de prendre le téléphone et d'essayer de récupérer des informations. Et moi, personnellement, je ne vais pas dire que c'est ce que j'adore, mais je pense que c'est là où on a les retours les plus pertinents. Les clients, parfois mécontents, ont souvent un point pertinent qu'il faut creuser au-delà de l'émotion et au-delà de l'insatisfaction qui s'est passée sur le moment présent. C'est important d'aller creuser cet élément. Et tout à l'heure, je parlais des clients qui ont besoin de rapports plus humains. C'est important aussi pour un client d'être reconnu, de sentir que sa problématique est reconnue. Pour un client d'avoir l'appel de tel ou tel manager de chez Conto qui s'intéresse à la problématique, ça permet aussi tout simplement nous-mêmes aussi de se faire une idée aussi de la problématique, de fournir aussi la meilleure orientation pour nos équipes. Et encore une fois, je pense que le meilleur moyen de créer cet effet wow, comme on a pu le partager tout à l'heure, c'est de favoriser l'expérience utilisateur. Et l'expérience utilisateur, elle passe aussi par gérer aussi ces discussions difficiles avec les clients. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, un client pas content à qui on répond bien, ça devient un ambassadeur formidable de la marque. J'allais venir sur l'ambassadeurat justement, parce qu'on peut aussi en faire des ambassadeurs sur les clients. On a parlé des clients mécontents, mais les clients contents sont des ambassadeurs. Et donc, ça peut être un pont. Ouais, mais en fait, les clients contents, souvent, on n'entend pas vraiment parler. Donc, ils sont contents et c'est bien. Il y a un client mécontent à qui on répond bien parce que, je sais pas, son colis est arrivé incomplet, on lui offre un truc en plus. Et en fait, c'est assez marrant parce qu'on voit dans les échanges de mails le changement de mentalité entre un mail qui peut être très agacé, où on sent la frustration, et une bonne réponse du service client. Et là, vraiment, pour le coup, un changement complet d'attitude de la personne qui, du coup, je suis sûr, deviendra un client plus fidèle, qui parlera plus de la marque. Donc, c'est hyper important. Et l'autre truc qu'on essaie de faire, alors là, c'est plus sur les suggestions de « Ah, ce serait bien que vous développiez tel produit, etc. » Ces gens-là, on leur met un petit tag, on les met dans une liste de mails, et quand on finit par lancer ce produit, on leur dit « Merci beaucoup, vous nous l'aviez dit il y a quelque temps, et du coup, ça nous a permis d'avancer là-dessus, sur notre roadmap produit. » Et ça, c'est un truc où à chaque fois, les gens sont hyper contents. Oui, mais c'est hyper intéressant justement de voir comment on transforme un client mécontent en ambassadeur. Et ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas seulement le fait de faire un petit cadeau pour s'excuser, mais c'est aussi de voir que le client mécontent a été utile. Et il se sent utile. Mais je pense que c'est un désir très profond humain de se sentir reconnu. Et en fait, un ticket client, un service client, ce qui est super, c'est que la barre du service client est tellement basse que parfois, juste avoir une réponse d'un humain qui met un petit peu d'empathie, c'est déjà un truc où les gens se disent « mais j'ai jamais vu ça ». Et oui, et c'est sûr qu'une fois qu'on a ça, les gens se sentent reconnus, ils sentent qu'il y a des vraies personnes derrière la marque, et ça crée des ambassadeurs, quoi.
Alors Timothée, pour le mot de la fin sur Conto, à quoi on va s'attendre pour l'expérience client et sa relation encore plus proche avec vous? Toujours plus de rapidité. Okay. Aujourd'hui, encore une fois, pour reprendre un petit peu la partie qui nous occupe le plus, c'est la création de l'entreprise. Aujourd'hui, ce que l'on souhaite, aujourd'hui, Conto propose toute une offre qui permet aux clients de pouvoir à nouveau se concentrer sur son activité. On cherche à donner accès à nos clients au compte le plus rapidement possible et le tout sans friction. Merci beaucoup, messieurs. C'était un plaisir. Merci. Merci, on peut les applaudir.